Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Stéphane pour vous décortiquer la deuxième étape de la Diamond League qui vient d'avoir lieu là, ce week-end à Kekiao en Chine. Donc installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Ouais Stéphane, grosse étape de Diamond League là en Chine aujourd'hui à Kekiao, Chine du Sud, un peu au sud de Shanghai. Normalement c'était prévu, on a l'habitude de voir cette Diamond League à Shanghai, mais le stade est en rénovation pour faire apparemment un stade assez fou, assez moderne, assez futuriste. Qui va nous en faire voir de toutes les couleurs dans les années à venir. Mais en attendant, cette Diamond League, la deuxième Diamond League de Chine, elle a eu lieu à Kekiao. Voilà, c'est un petit bled. Quand je dis un petit bled en Chine, c'est l'équivalent de Paris en fait. Hein. Donc c'est quand même une grande ville. C'est la deuxième étape de la Diamond League, le circuit principal de l'athlétisme, le circuit mondial qui compte 15 étapes. Donc là, on en est qu'à la deuxième, c'est cool. Il en reste plein d'autres. Et il y avait beaucoup de stars qui étaient présentes encore une fois là, en Chine. Là, c'était un petit peu la copie conforme du meeting de Xiamen la semaine dernière. Il y avait à peu près les mêmes épreuves, à peu près les mêmes athlètes. Donc on va pouvoir comparer un petit peu ce qui a été fait en une semaine. Et c'était un peu malin de la part des organisateurs et de la Diamond League d'organiser ces deux étapes en début de saison et de faire quasiment les mêmes épreuves pour faire venir les athlètes. Ils traversent la planète, ils font deux compétitions et retournent chez eux se préparer pour la suite de leur saison. Comme je le disais, il y avait des stars, il y avait Duplantis, la star de l'athlétisme, il y avait Warholm qui avait battu le record du monde du 300 mètres haies la semaine dernière, il y a Mauchik, le record du monde champion olympique du saut hauteur, il y avait l'entrée en matière de Kishane Thompson. Alors avec Stéphane, je sais qu'on attendait un petit peu son retour depuis sa finale olympique, hein. Il n'avait pas couru depuis sa finale olympique du 100 mètres où il avait échoué pour 5 millièmes derrière Noah Lyles en finale du 100 mètres. Il y avait Tebogo également, le champion olympique du 200 mètres, Quincy Hall pour sa grande rentrée aussi, l'américain, champion olympique du 400 mètres. Bref, il y avait vraiment des grandes stars ce week-end en Chine. Euh, un stade, on en a parlé à Kekiao, qui est un petit peu moins moderne que le stade de la semaine dernière à Xiamen. 32 000 places assises, un stade un peu, une enceinte un petit peu familiale, j'avais envie de dire, où il y avait quand même énormément de monde dans les tribunes. C'était une belle compétition d'athlétisme. Le public chinois est un vrai public connaisseur. On les a vus, on les a suivis. Et ça fait plaisir d'avoir des compétitions avec les stades pleins, avec une belle ambiance et des athlètes déjà au top de leur forme, Stéphane. On va commencer par parler du seul athlète français qui était présent, Nicolas-Marie Daru. Il a fait le voyage en Chine la semaine dernière, cette semaine, 2 3000 mètres steeple, 2 records perso. Et il peut rentrer en France tranquille et serein. Ah, effectivement, Alex, il n'est pas venu pour rien, Nicolas-Marie Daru, le licencié de Échirolles près de Grenoble. Il a encore amélioré son record. 8 minutes 10, 69 centièmes, c'est sur le 3000 mètres steeple. Dans une course, allez, pas de très très haut niveau, qui se gagne en 8,07, mais lui, il finit cinquième. C'est super intéressant de voir Nicolas à ce niveau-là. Il avait fini 11e à Xiamen, là il finit cinquième en Chine à Kekiao, et franchement c'était une super course. Alors il passe en 2 minutes 44, c'est des allures un peu plus lentes que 8-10, il finit super fort. On l'a vu en direct sur l'équipe TV, on s'est régalé parce que ce mec là, il a 37-38 ans il me semble, et il fait franchement comme un jeune un peu, il a de la folie, il s'accroche aux Africains, il a aucun tabou à les tenir et je me suis régalé de le voir. Et j'espère qu'on va le voir toute cette saison sur des très très gros meetings de la Diamond League et lors des championnats de France Elite ou même au championnat du monde à Tokyo en septembre, parce qu'à tout moment il peut nous faire une dinguerie sur des courses en 8,09, 8,10. Je pense qu'il mérite même un peu mieux que 8,10 sur cette course-là, mais il a su se caler au train des Africains et il a tenu bon 5e de la Diamond League. C'est une très très bonne paire pour les Français. Alors il y en a qui l'ont déjà fait, mais franchement, cinquième, c'est du très très bon pour un Français. C'est sûr, j'espère qu'il t'en voudra pas trop. Tu lui as rajouté 2 ans et il n'a que 36 ans, Nicolas-Marie Daru. Donc, à cet âge-là, les années doivent compter, donc C'est vrai. on va rectifier le tir. 36 ans, Désolé Nicolas. c'est déjà une très belle perf. À 36 ans, faire 8-10. Ouais. Après, on l'a déjà dit, on le sait, il est arrivé en athlétisme sur le très haut niveau, un peu sur le tard. C'est un militaire de carrière. Il est toujours rattaché à l'armée
il a un détachement pour pratiquer le sport de haut niveau. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool pour lui. Ça lui permet voilà, de vivre de son sport, de sa passion. Et ouais, il confirme en tout cas avec cette course le nouveau statut qu'il se donne. Il est champion de France élite l'année dernière en titre. Euh, voilà, il a participé aux Jeux Olympiques, il a participé au Championnat d'Europe l'année dernière. Voilà, à l'heure actuelle, c'est un petit peu, j'ai envie de dire le numéro un français, même si on a dans le lot Alexis Miele qui est champion d'Europe à Rome l'année dernière, Djali Bedrani qui a déjà fait des très gros chronos, qui avait fait une très belle place de 5e au championnat du monde de Doha en 2019 et qui est vraiment en train aussi je pense, de construire une belle deuxième partie de carrière. Louis Gilavert qui était aussi aux Jeux Olympiques. On sait qu'il y a Mehdi Belhadj qui revient un petit peu en forme après des problèmes de santé. Il y a des jeunes aussi comme Luc Le Baron, partenaire d'entraînement de Jimmy Gressier dans le groupe d'Adrien Taoudji à l'INSEP, qui sont en plein essor avec une perf à 8,15 l'année dernière. Pour un jeune espoir, c'est vraiment, vraiment très belle perf. Et en plus, on attend Jimmy Gressier qui a annoncé qu'il allait courir le 3000 mètres steeple le 20 juin à Charletti, à la Diamond League de Charletti. On imagine que les places pour les Français vont être chères dans cette course parce que ils sont 6-7 à prétendre aux minima mondiaux pour Tokyo et donc à prétendre à un ticket à une place pour la Diamond League de Paris, où à mon avis il va y avoir une course montée pour les Français et ça va aller très vite. Ils pourront être peut-être 3-4 Français dans cette course. Si Jean-Pierre Vattel est même sympa, il pourra peut-être en inviter 5, 6 et peut-être faire voilà 6, 7 athlètes dans cette course qui vont faire les minima pour les championnats du monde. Et en tout cas, moi, cette course, le 20 juin, je l'ai coché dans mon agenda et j'ai hâte de la voir. Et Nicolas-Marie Darru, en tout cas, en ce moment, pour l'instant, et on n'est que début mai, pardon. On le rappelle, la saison est très très longue. Évidemment que la vérité du mois de mai n'est pas forcément la vérité du mois de septembre, mais en tout cas, aujourd'hui, on parle et on voit Nicolas-Marie Darru à très très haut niveau. Effectivement, et Nicolas, quand même, il faut le souligner, c'est le meilleur européen à l'heure actuelle. Donc il est vraiment du top niveau européen, derrière un Suédois, devant un Suédois qui a fait 8,23, donc on n'est même pas sur la même compétition presque. Donc 8-10, c'est vraiment du très très lourd. J'espère qu'il va être invité, et là à mon avis ce sera le cas dans chacune des Diagon League où il y aura le 3000 mètres steeple, parce que franchement il va descendre des chronos et on va revoir à mon avis de très très bons athlètes sur ces compétitions-là. Ça fait plaisir de voir en tout cas le seul Français engagé qui finit 5e de la Diamond League sur une épreuve qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément en France depuis Mekissi, Bob Tari, même s'il y a eu du Johan Koal ou d'autres. Mais franchement Nicolas, super. Ouais, on va enchaîner avec une autre discipline où il y a des haies un petit peu plus hautes. Je sais que Stéphane, c'est ton coup de cœur de cette Diamond League à Cacao. C'est le 110 mètres haie avec l'absence de Grant Holloway qui avait été battu la semaine dernière et qui n'a pas lui prolongé son séjour en Chine. Il a préféré partir et rentrer à son camp de base pour s'entraîner et un petit peu travailler ses points faibles. En tout cas, c'est ce qu'on lui souhaite et c'est ce qu'on espère pour lui. Et là, en l'absence de Grant Holloway, Cordell Tinch, l'américain, en a profité pour briller. Il avait déjà gagné à Xiamen la semaine dernière avec 13,06. Et là, Stéphane, 12,87. Une perf stratosphérique. C'est pas du tout le même niveau que 13,06, on est bien d'accord. On avait déjà parlé de Grant Holloway, on lui avait donné des petits conseils, vous vous rappelez, dans le précédent podcast. Je pense qu'il est allé s'entraîner. Et il avait besoin de ça parce que là, face à Cordell Tinch, il se serait fait éclater. Pourtant, j'adore Grant, mais là, Cordell Tinch, franchement, c'est mon coup de cœur. Il a 24 ans, on le connaît très très peu, il n'a même pas été qualifié aux Jeux Olympiques l'été dernier à Paris en 2024. Ce gars-là, il vient taper 12,87, c'est la 4e meilleure performance de tous les temps. En tout cas, le 4e meilleur performeur de tous les temps, derrière 3 Américains, Arias Merrick, Grant Holloway ou Devon Allen. C'est vraiment du très très lourd. 12,87 à la table hongroise, c'est une des meilleures perfs qui existent. Et ça, il faut quand même le souligner. Il avait un record à 12,96 d'il y a 2 ans. Il a commencé là il y a 3-4 ans à peine. Il vient aussi du saut en longueur, du foot américain. Il a fait un peu de tout. 12,87, c'est très costaud. Moi, j'ai adoré. Il a de la folie dans ses jambes. Techniquement, je le trouve très très bon. Il fait une toute petite faute sur la dernière haie. Sans ça, il allait se rapprocher du record du monde. Ah,
C'est un produit brut. C'est vraiment, par contre, c'est un produit du sport universitaire américain. Tu l'as dit, il vient du foot US. Il a déjà sauté 8,20 m au saut en longueur, ce qui est très, très, très bien. Il fait moins de 12,90 sur les haies maintenant. Il a une technique, je pense, qui est encore perfectible, hein. Alors, on est très exigeant, hein. C'est une très belle technique, mais il a pas la jambe d'attaque totalement tendue. On sait que chez les garçons, c'est quand même, c'est un peu rédhibitoire, parce que les haies sont hautes et si on a la jambe un petit peu semi-fléchie, ben, on est obligé de monter le bassin un peu plus haut. Bref, moi, il m'a un peu fait penser à Garfield Darien, un petit peu dans sa façon de courir, un petit peu plus vite que Garfield, mais voilà, petit couronnement intérieur avec jambes semi-fléchies. Mais par contre, dans l'intervalle, qu'est-ce que ça cadence, qu'est-ce que ça mouline. En fait, il fait tout ce qu'on voudrait voir faire Grant Holloway dans l'intervalle, mettre vraiment beaucoup de cadence, rester loin des haies pour pouvoir les attaquer, mettre des impulsions de fou furieux et rentrer dans les haies. Euh, Vraiment, c'était une course qui était vraiment hyper plaisante à suivre. On l'a vu en direct. On a vu directement qu'il allait faire un gros chrono. Ça se voyait en fait. C'était fou. Il y avait l'écart avec les autres et il y avait aussi la cadence, la fréquence qu'il mettait dans l'intervalle. Il arrive quand même à faire 6 intervalles sur 9. Donc il y a que 9 intervalles. Il y a 10 haies, mais il y a que 9 intervalles sur un 110 mètres haies et 6 intervalles en moins de 1 seconde. C'est énorme. Le premier intervalle, c'est quasiment, je crois, jamais arrivé qu'on puisse le faire en moins d'une seconde parce que c'est la première haie, il faut se lancer, on est en pleine prise de vitesse. Le premier intervalle, c'est rare de le faire en moins d'une seconde. Par contre, les 8 autres intervalles, là, si on arrive à les faire en moins de une seconde, c'est record du monde quasiment. Donc voilà, on est entre 12,80 et 12,90 et c'est ce qu'a réussi à faire quasiment Cordell Tinch. C'était vraiment incroyable. On a déjà hâte de le voir sur une prochaine course parce qu'il nous a vendu du rêve en ce début de saison. Ah, effectivement, Arias Merit détient le record du monde du 110 mètres haies en 12 secondes 80. La Cordel, il réalise 12,87 dans une course perfectible. Tu l'as dit, c'est le début de saison. Aucune perf n'a été faite en début de saison à ce niveau-là. Et pour ceux qui sont un peu plus spécialisés et qui connaissent les athlètes depuis des années, il égale le record de Deron Robles, cubain mythique, un des athlètes les plus talentueux de sa génération. Il bat aussi Xiu Liang, David Oliver, Dominic Arnold, Omar McLeod, Colin Jackson. C'est des très très grands noms qui ont marqué l'histoire du 110 mètres haies. Ben, ce Cordell Tinch, pour moi, il va révolutionner un peu ça. Est-ce que Grant Holloway va être capable, et ça c'est la question qu'il faut se poser, rivaliser avec ce jeune américain? On va le voir, la génération américaine sur les haies ou sur le sprint est dingue, de 22, 23, 24 ans. Ils ont une génération fou. C'est fou ce qui est en train de se passer aux États-Unis sur ces jeunes athlètes. Et Cordell Tinch, à mon avis, peut rivaliser avec Grant Holloway. Grant Holloway, il a eu bien fait de pas se présenter là. Parce qu'à mon avis, il aurait fini 2, 3 au 4e. Je doute pas qu'il va revenir à son meilleur niveau pour taper peut-être un record du monde. On le sait, il avait fait 12,81 il y a 3 ans, il me semble, au Tokyo, en 2021. Ouais. Cordell Tinch et Grant Holloway, c'est les deux prochains qui vont battre le record du monde. Ouais, on en salive déjà en fait, et on a hâte de les voir eux dans la même course, les deux au top de leur forme. Peut-être aux trials américains, on verra, et encore mieux en finale des championnats du monde à Tokyo. En tout cas, voilà, ils nous font saliver. Et il y a un athlète qui nous avait fait saliver aussi la semaine dernière, c'est Karsten Warholm sur le 400 mètres haies. Puisque donc là, ce week-end, il s'est présenté sur le 400 mètres haies, mais la semaine dernière, il avait battu la meilleure performance mondiale de tous les temps, le record du monde officieux du 300 mètres haies, Axiamen, à la première étape de la Diamond League. Et bon, salivé d'avance de le voir se présenter sur un 400 mètres haies. C'était le cas ce week-end à Kekiao. Et franchement, Karsten Warholm, il nous a pas déçus. Ah, si on est un petit peu tatillon, on va dire, hein, on s'attendait à ce qu'il fasse mieux, hein, mais pour une rentrée 47-28, meilleure performance mondiale de l'année, son schéma de course, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière sur le 300 mètres haies, il y avait que 7 haies, il était capable de faire les 7 haies de la bonne jambe, et l'intervalle était parfait pour lui, il pouvait garder bien sa vitesse, c'était parfait. Là, il y avait donc 3 haies de plus, et il a réussi quand même à garder son schéma de course jusqu'à la 8e haie, donc il a franchi les 8 premières de la même jambe, sa bonne jambe, la jambe gauche. Ensuite, à la 9, il a changé de jambe. Ça, c'est quand il est pas totalement en forme. Voilà, il change de jambe à la 9 et à la 10, il repasse normalement de la mauvaise jambe. Et là, il a même un peu carrément bugué entre la 9 et la 10. Il a rajouté 2 foulées, il a piétiné. Il fait 4,83 dans le dernier intervalle entre la 9 et la 10. C'est presque le pire intervalle de tous les concurrents. Il a le 7e chrono de tous les concurrents sur cet intervalle-là. Donc, c'est vraiment mauvais pour lui. Et malgré tout, il fait 47,28. Donc, le jour où il va être réglé, Karsten Warholm, on peut lui enlever quasiment
une seconde sur sa dernière ligne droite là. Donc c'est un mec qui va faire moins de 46-50 cet été s'il arrive à régler et à tenir son schéma de course, j'en suis sûr et certain. Effectivement, alors on peut être un peu déçu si on regarde juste la performance, mais par contre la façon dont il fait cette performance-là, je suis d'accord avec toi, il y a au moins une seconde. On sait que le record du monde, c'est lui qui le détient en 45-94. On l'avait dit dans le précédent podcast. On est quasiment sûr qu'il peut le battre ou il est quasiment à ce potentiel-là. Et je pense qu'il le sait. Quand on voit ce qu'il a dans les jambes, il a aussi du feu. Ben franchement, je pense qu'on peut s'attendre à des très grosses courses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il bat quand même la meilleure perf mondiale de Alisson dos Santos, qui lui a rivalisé 47-62 à Kingston au Grand Slam Track, qui a fait un tout petit peu moins que ça, enfin un peu moins bien que ça hier soir à Miami, ça on en reparlera. Mais Karsten Warholm, je vois pas comment on peut le détrôner, sauf si vraiment il y a une grosse faute. Parce que là, il se permet de faire des fautes et il met 4 dixièmes à Alisson dos Santos qui, lui, avait fait une super course. Oui, face au vent, d'accord. Mais Karsten Warhol, très grosse marge. On a hâte de voir Benjamin Ray aussi se présenter parce que on sait très bien que ces trois athlètes, ça peut faire de très très gros chronos. Le Norvégien est en forme, il le confirme. La saison va être longue, mais je vois bien un petit record du monde à la fin de l'année. Ouais. Ah ouais, on espère, et c'est sûr que Warholm, Ray Benjamin, Alisson dos Santos, ils Ouais. ultra dominent la discipline depuis 4-5 ans maintenant, parce que déjà à Tokyo en 2021 c'était le podium, à Paris c'est le podium. Je plains un petit peu les athlètes du 4H mondial autres que ces trois-là, parce qu'ils doivent se battre pour les accessites et espérer une défaillance d'un de ces trois gars, parce que à la régulière ces trois gars-là ils sont imprenables en fait, j'ai l'impression. Donc ça doit être un peu décourageant pour leurs adversaires, mais en tout cas pour eux, tant mieux. Et on a hâte de les voir s'affronter les trois. T'as raison avec la rentrée de Ray Benjamin qu'on va observer. Mais n'oublions pas quand même Matheus Lima, le Brésilien qui a fini deuxième de cette course. Donc deux Brésiliens au top niveau, Alisson dos Santos et ce Matheus Lima, qu'on connaît très peu, qui est un des plus jeunes du circuit, qui est né en 2003, qui a fait 48,08. Je pense sincèrement qu'il est en pleine progression et ce gars-là, en pic de forme, va vraiment nous surprendre et peut aller chercher vraiment des podiums, peut-être peut-être pas devant Karsten ou Harold, mais pourquoi pas aller chercher son compatriote de Santos. Peut-être Benjamin Ray, ça va être compliqué, mais ce Matheus Lima, il a vraiment du feu dans les jambes et j'ai hâte de le voir toute la saison. Ouais, on va suivre ça de près, le 400 mètres haies. Ça va nous réserver de belles surprises, on en est certain. Il y a une épreuve qui nous réserve très peu de surprises, par contre, c'est le saut à la perche masculin, avec quelqu'un qui ultra domine la discipline. C'est Mondo Duplantis, on le connaît, c'est la star de l'athlétisme, de toute façon, de l'athlétisme mondial. Il était là la semaine dernière à Xiamen, il avait fait 5,92 m. On l'avait vu un petit peu en galère, mais un peu comme tous ses camarades de la perche, il y avait du vent, c'était un peu compliqué la semaine dernière. Là, il a un peu rectifié le tir. Il a remporté donc bien évidemment le meeting, 6,11 m, très belle perf. Il a tenté le record du monde par 3 fois, 6,28 m, il a échoué. Karalis, le grec, qui devient vraiment le numéro 2 à la perche, incontesté. Voilà, on l'a dit sur le 400 mètres haies, il y a Warholm, Benjamin et Dos Santos, mais à la perche, il y a Duplantis et Karalis. Et après, il y a les autres. Vraiment, là, les deux, ils sont en train de s'inscrire dans la durée sur Duplantis premier, Karalis deuxième de tous les concours qu'ils font à la perche. 6,01 m pour Karalis, c'est vraiment très fort sur sa lancée d'un hiver très très solide. Malgré, on s'en souvient, une petite frayeur la semaine dernière à Xiamen, où il avait fini aux urgences avec des points de suture, je crois, au niveau du menton ou de la lèvre. Il s'était fait mal, il n'avait pas fini le concours. Et là, voilà, 6,11 m pour Duplantis, 6,01 m pour Karalis, très belle perf. Mais là où moi, je suis très très déçu, très frustré, pas content, c'est la réalisation de la Diamond League. Alors rien à voir avec la chaîne L'équipe, eux, ils subissent un peu le programme de la réalisation de la Diamond League, mais on n'a pas vu le concours. C'est-à-dire qu'il y a 3 tentatives de record du monde de Duplantis à 6,28 m. Et on n'en voit qu'une, on voit que la dernière. Ils nous ont même pas montré aucun saut, et n'est montré en direct. Duplantis, on passait notre temps à l'attendre pour le voir sauter. Déjà qu'il saute pas beaucoup, on n'a pas vu tous ses sauts. Franchement, c'est super triste. C'est la star de l'athlétisme et on le voit pas sauter à tous ses sauts. Je sais pas ce que t'en penses, Stéphane, mais moi, franchement, ça m'a un peu énervé. Et c'est la même chose pour la hauteur, pour tous les concours. Mais c'est encore exacerbé parce que c'est Duplantis et qu'il y a une tentative de record du monde. On la voit même pas. Franchement, c'était décevant. Ouais, pour moi, il y avait deux stars dans cette Diamond League, c'était lui et Karsten Warholm. La priorité a été mise sur les courses, mais dans ces cas-là, si on veut faire que des courses, on va au Grand Slam Track. Je veux dire, si on veut voir des concours, dans ces cas-là, il faut que la Diamond League se démarque
du Grand Slam Track en nous proposant une superbe réalisation avec Armand Duplantis notamment au Caralis. Le duel était fou, ça va nous mettre un peu en haleine sur toute la saison estivale 2025. Je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu parce que je me dis, attends, là, on a le Grand Slam Track qui nous réserve que des courses. On sait qu'il n'y a pas de concours. C'est super long, le Grand Slam Track. On reviendra là-dessus. Et là, putain, mais montrez-nous des concours, quoi. Alors, on a vu un tout petit peu de triple saut, un tout petit peu de longueur très vite fait parce que les Chinois ont été vachement présents. Un peu de hauteur avec Maochik. Mais là, Duplantis, quoi. Duplantis, on nous montre pas les sauts, on n'a pas les 3 sauts de sa tentative de record du monde. Par contre, à noter que c'est quand même fou, on va le répéter, que Duplantis tente autant de fois depuis des années son propre record du monde. C'est-à-dire qu'à chaque concours ou presque, il essaye de battre son record du monde qui est stratosphérique en 6,27. Ça, c'est fou, mais par contre, tu l'as dit, et tu avais lancé un peu le débat il y a quelques jours sur le précédent podcast. Duplantis, est-ce que c'est la fin? Est-ce que Caralis peut le titiller? Moi, de ce que je vois, Caralis a de la marge et les deux peuvent nous sortir des très grosses perfs. Et si Duplantis n'est pas à son top niveau et que Caralis, lui, est à son top niveau, il y a moyen peut-être qu'à un moment donné, Duplantis se fasse battre et c'est à surveiller. T'avais pas tout à fait tort, ouais. Oui, bon, on n'est pas non plus sur le déclin de Duplantis, à mon Non, avis. Hein. je pense pas Il non va plus. potentiellement battre encore son record du monde, j'espère pour lui en tout cas. Et voilà, pour la petite anecdote, Caralis, ce 6,01 m de Kekiao, c'est son 6e saut de sa carrière à plus de 6 mètres. Duplantis, son 6,11 m de Kekiao, c'est son 104e saut à plus de 6 mètres. Donc il y a encore une certaine marge entre les deux. Ils ont en plus le même âge, hein. Donc c'est pas un vieil athlète en fin de carrière Duplantis et un jeune qui arrive Caralis, ils ont le même âge. Donc il y a quand même un qui a sauté 100 fois plus haut, 100 fois 6 mètres de plus que l'autre. Je crois que Duplantis est encore un petit peu meilleur que Caralis. Allez, allez, un tout petit peu. On passe au 800 filles avec une super course pour la saison. Franchement, on est qu'en mai et on a trouvé que cette course était fabuleuse avec un passage d'une lièvre en 57. Donc on va s'habituer à ces temps de passage. Pourquoi on vous le dit? C'est parce que ces filles-là, elles vont descendre en 57,0 au passage aux 400 mètres, peut-être 56. En tout cas, c'est l'Éthiopienne du Guma qui finit en première en 1 minute 56 et 64 centièmes. C'est du très costaud. C'est la meilleure perf mondiale de la saison 2025. Une 56-64, c'est vraiment très bien pour la saison, je le répète, c'est une super course. Ouais, c'était vraiment sympa à suivre comme course. Il y a eu en plus des petits faits de course. Elle était un peu enfermée à un moment donné du Guma. Du Guma, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est l'Éthiopienne qui était vice-championne olympique à Paris l'été dernier derrière Kelly Hutchinson. Voilà, une course très bien emmenée par les lièvres, tu l'as dit, et qui s'est finie avec 8 filles sous les 2 minutes. Une densité assez incroyable sur cette course. Et la perf, une 56-64, je suis allé un petit peu regarder dans les meilleures performances mondiales de tous les temps. Alors, elle est loin. Je crois que c'est la 57e meilleure performance mondiale de tous les temps. Par contre, pour une perf de début mai, voilà, il y en a eu très peu dans l'histoire de l'athlétisme sur 800 mètres, des 1,56 ou moins au mois de mai. Donc c'est quand même à noter. Il va falloir la suivre, cette athlète du Guma, qui est quand même relativement jeune. Elle a 23 ou 24 ans, je sais plus. Donc c'est une jeune athlète en devenir. On la connaît pas beaucoup, voilà, elle a fait médaille d'argent à Paris, mais c'est pas une des figures de la discipline. Mais on va la suivre et on attend aussi la rentrée de Kelly Hutchinson, la partenaire d'entraînement de Benjamin Robert, notre coureur de 800 mètres masculin français. Mais cette course, elle est quand même vachement bien parce que Duguma, l'Éthiopienne, alors elle a 24 ans effectivement et elle le bat presque, elle explose, j'ai envie de dire, son record personnel dès sa première course de la saison. Donc elle passe d'une 57-15 qu'elle avait réalisée à Paris aux Jeux Olympiques à une 56-64 première course. Et ça, c'est super intéressant de voir un peu tout le fil qui va se passer, le fil conducteur un peu de toute la saison, avec Hawkinson, avec des filles comme Ricky, et j'espère Renel Lamotte, qui va pouvoir faire office un peu de concurrence avec ces filles-là, parce qu'il va falloir forcément accrocher pour Renel ce wagon-là de filles pour aller prétendre à un podium, ou du moins une finale au championnat du monde à Tokyo. Mais cette Duguma, je l'ai trouvée très très forte. Sachez qu'elle vient quand même du 100 mètres. Alors c'est assez rare de voir des Éthiopiennes sur 100 mètres ou sur 200 mètres, mais elle a commencé l'athlée sur 100 et sur 200, avec des records qui sont plutôt intéressants. Vous allez me dire comparé au 800, pas du tout, mais elle a déjà fait 12-20, 24-70 au 200 en cadet 2 ou junior 1. Donc c'est du
très très bon sur la vitesse. Ça veut dire qu'elle a cette base de vitesse qui est très bon. Les Éthiopiens ne travaillent pas forcément ça. Et après, elle passe sur 800 et ça marche effectivement très bien. C'est vrai que c'est un profil assez atypique pour les Éthiopiennes, en tout cas, de venir du 100 mètres et monter Ouais, sur 800 mètres. En général, ils viennent plus du cross ou des courses un peu plus longues et voilà, ils choisissent, ils se spécialisent en fonction de leur qualité. Mais elle, comme tu l'as dit, elle vient du sprint et du 100 mètres. Le 100 mètres, on va en parler maintenant, c'est l'épreuve reine de l'athlétisme mondial, voilà. Et là, il y avait un 100 mètres qui était quand même très attendu et très alléchant. Franchement, encore une fois, c'est une épreuve qui nous faisait saliver parce qu'il y avait du beau monde au départ. Il y avait Omanyala, il y avait Simbine, il y avait Kishane Thompson, le vice-champion olympique pour sa première course depuis les JO sur 100 mètres. On avait pu le voir sur 60 mètres un petit peu cet hiver, à la fois en Jamaïque et à Astana sur une épreuve du circuit indoor. Et il y avait aussi Tebogo, le champion olympique du 200 mètres, qui fait des 100 mètres et qui était un petit peu en dedans sur le 100 mètres ces derniers temps. Voilà. Et là, il y a moi, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Stéphane, mais moi, je suis assez content de voir une course avec de la densité. On a 3 athlètes qui se tiennent en 5 centièmes. Simbine qui gagne en 9,98, 1 centième de mieux que la semaine dernière. Axi Amen, il avait fait 9,90 au Botswana en début de mois d'avril. Voilà, il est régulier, il est bien. Simbine, c'est un mec, on l'a dit, qui est hyper régulier depuis 11 ans maintenant. Il fait des chronos sous les 10 secondes. Là, il fait 9,90, 9,99, 9,98. Son record, c'est 9,82 au JO de Paris cet été. Voilà, c'est un mec, j'ai l'impression que tu le fais courir au mois d'août, au mois de mars, au mois de juillet, au mois de décembre, il te fera moins de 10 secondes. Donc, c'est des profils qui sont hyper rares. Il y a d'autres athlètes qui ont besoin de plus de préparation, qui ont des vrais cycles, des vrais pics de forme. Mais voilà, lui, il gagne les 2 premières Diamond League, 9,99, 9,98, devant Thompson, pour 1 centième, qui fait 9,99 pour sa rentrée. Et je pense que c'est sympa, Stéphane. Je sais pas ce que toi t'en as pensé. Ouais, effectivement. Alors, je suis pas trop d'accord avec toi, honnêtement. Moi, j'ai envie de le dire. J'étais encore déçu, un peu, allez, frustré. Pas forcément déçu. On va pas être déçu des athlètes de ce niveau-là, mais frustré de voir encore ce niveau-là. Alors oui, la saison, elle est longue. On a vu vos commentaires sur les réseaux sociaux et c'est trop bien continuer parce que ça nous permet aussi d'échanger avec vous. Mais je suis d'accord, la saison elle est longue, c'est des athlètes de très haut niveau, il faut qu'on les protège. Ils sont très rarement protégés parce qu'il y a 15 étapes de la Diamond League, c'est super long. S'ils courent les 15 parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, je le comprends. Mais là par contre, 9,98, 9,99, ben moi je suis un peu déçu quand même. Alors Kingshan Thompson c'est pas mal, il court très très peu en compétition, on le sait depuis des années. Il fait que 4, 5, 6 compétitions et pourtant, en bon moment, il est prêt. Comme l'année dernière aux Jeux Olympiques à Paris où il finit deuxième derrière Noah Elias avec la fameuse course, la magnifique course à Paris. Donc ça, c'était exceptionnel. Simbine, pour moi, c'est un peu le roi du sprint parce qu'il n'y a pas de roi du sprint. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que s'il y avait vraiment le mec qui fait 9,85, 9,80 régulièrement, ce qui a été le cas depuis pas mal d'années, et sur pas mal de générations, ben Simbine, on n'en parlerait même pas. Là, par contre, je le trouve très fort, c'est qu'il est super régulier, il est tout le temps là, il se crispe jamais sur les fins de course, alors qu'il est rarement devant. Et quand il passe avec une facilité vraiment déconcertante. Ça, je le trouve très fort. Maintenant, un Tebogo en 10,03, je suis déçu. Un Coleman en 10,13, plus que déçu. Je sais pas. S'ils vont en Chine pour faire ça, franchement, non. Ils vont à Miami, ils se prennent plus de devant, et là, ils vont faire des grosses perfs. Là, j'ai l'impression que ça vient pas forcément d'eux, j'ai l'impression que ça vient plus de l'organisation. Le vent, il est à plus 0,5, c'est très bien, mais on sait très bien que si on prend un plus 1,5, un plus 2, on va aller plus vite. Pourquoi aller sur ces meetings-là où il y a qu'une course? Je sais pas trop. J'ai un peu du mal à comprendre encore leur façon de faire. J'espère me tromper et j'espère que les résultats ne vont pas continuer à être un peu décevants pour moi et qu'on va aller chercher des 9,82, 9,80, 9,78. C'est ce que j'ai envie de voir sur du sprint en tout cas. Ouais, je te comprends, mais après, c'est sûr que la Diamond League, il y a un truc intéressant, c'est qu'ils font ça dans des grands stades. Donc, il y a jamais de vent. C'est comme les grands championnats, en fait. C'est vraiment des répétitions générales, comme un grand championnat. Donc, il y a jamais de vent. C'est toujours du 0,5. Il y a jamais plus de 1 mètre de vent dans le dos ou de face, d'ailleurs. Donc, alors que c'est sûr que si tu vas à Miami, là où il y a le Grand Slam Track, c'est un champ de patates avec une prise au vent. Ils ont plus 2, plus 4, plus 3. Forcément, les perfs sont monstrueuses.
Mais en tout cas, voilà, il faut relativiser toutes ces perfs, que ce soit dans le sens positif ou dans le sens négatif, je pense. Et de toute façon, le juge de paix, ça sera le grand championnat. Donc on a déjà hâte de les voir tous s'affronter, mais on sait qu'ils s'affronteront jamais tous sur un seul meeting. Même si là, il y avait quand même une belle densité, je trouvais ça cool. Et surtout, moi, il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette course, c'est Kishane Thompson. Donc pour son retour depuis sa finale olympique. On le sait, finale olympique perdue pour 5 millièmes sur la ligne. Il est devant du mètre 0 jusqu'au mètre 99,9. Il se fait doubler sur la ligne. Et là, c'est exactement le même schéma de course qui se passe avec, à la place de Noah Lyles, Akani Simbine. Mais c'est la même course. Il faut pas que ça devienne une habitude pour lui. Il va faire des cauchemars de ses fins de course sinon. Parce que là, c'est pareil. Il est devant du mètre 0 jusqu'au mètre 99,5 cette fois. Et il se prend un centième au final à l'arrivée alors qu'il a mené toute la course. Franchement, il y a un petit travail à faire pour lui sur le maintien de sa vitesse parce que les autres en tout cas gardent plus de vitesse que lui. Et on sait que c'est le gros point fort de Noah Lyles, mais en tout cas lui il va devoir le travailler pour pas qu'il devienne un petit peu ce mec un petit peu à la Christian Coleman qui craque dans les deuxièmes parties de course. D'ailleurs, Christian Coleman, Stéphane, faut qu'on en parle. Parce que toi, tu dis que tu es déçu du 100 mètres, mais moi, je suis pas déçu forcément du 100 mètres. Je suis déçu de Christian Coleman. Il fait un début de saison qui est loin de ses standards. Là, il finit, je sais pas, en 10-13, je crois, anecdotique pour lui. Et surtout, il passe en 6,55 aux 60 mètres, alors que lui, on le sait, c'est un gros gicleur. Il sort des blocs, il part super fort, il est toujours en tête. Là, on le voit même pas en tête en début de course. Donc, je comprends pas ce qui se passe chez lui. Alors, Stéphane, je crois qu'il a changé d'entraîneur ou de méthode d'entraînement dernièrement. T'en sais un peu plus, toi, ou pas? Ouais, effectivement, il est parti s'entraîner avec Dennis Mitchell, qui est le coach de Sha'Carri Richardson, de Melissa Jefferson. C'est un gros groupe d'entraînement avec Kenny Bednarek aussi. Certains ont décidé de se présenter au Grand Slam Track, comme Bednarek et comme Melissa Jefferson. Et Christian Coleman, plus par expérience, j'ai envie de dire, et de par son palmarès et la relation qu'il a avec la Diamond League, lui, il reste sur la Diamond League, mais c'est très très étonnant de le voir à ce niveau-là. J'ai l'impression que alors il a 29 ans, mais j'ai l'impression qu'il en fait 39, quoi. Et c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il a perdu sa folie qu'on connaissait depuis des années avec un départ de fou. Pour rappel, il a un record à 9,77 ou 9,76 en 2019-2020. À Doha, ouais. À Doha, effectivement. Et là, putain, 10-13, non, je comprends pas. Je comprends pas. Je veux bien qu'on change d'entraîneur et tout, ça met un peu de temps, mais je le vois pas dans le même délire qu'il avait à l'époque. C'est quand même le recordman du monde du 60 mètres. Et là, il passe en 6,55. Le record du monde, c'est 6,34 du 60 mètres. Donc, il est à 2 dixièmes de son record du monde sur un passage sur 100 mètres. C'est beaucoup. Et ouais, du coup, Coleman qui s'entraîne dorénavant avec Dennis Mitchell, Sha'Carri Richardson, qui est sa femme. C'est peut-être aussi un choix de vie de s'être rapproché de sa femme, sa compagne. Euh, donc il a changé de méthode d'entraînement, de lieu d'entraînement, de lieu de vie certainement aussi. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter, s'acclimater à tous ces changements. Et il a rejoint donc un groupe où en concurrence avec lui, il y a Kenny Bednarek. Et lui, on le sait, c'est un peu l'inverse. Les deux, ils sont à l'opposé. Il y en a un, son point fort, c'est le départ, Coleman, et il y en a un autre, son point fort, c'est la fin de course, Bednarek. Donc peut-être que Coleman, il est en train d'apprendre un peu aux côtés de Dennis Mitchell et Bednarek à être meilleur en fin de course. Donc il est peut-être dans un cycle de travail un petit peu nouveau, différent, perturbant pour lui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que il sera jugé aux trials, parce que déjà pour se qualifier pour Tokyo, ça va être dur. On se souvient que l'année dernière, il était même pas qualifié pour les Jeux Olympiques en individuel. Il n'avait fait que le relais, Coleman. Et donc on verra, on espère pour lui que sur 100 mètres, cette collaboration, cette nouvelle collaboration sera fructueuse et que ça lui permettra d'être qualifié en tout cas pour Tokyo et de nous faire mentir et de faire des belles performances à Tokyo. Non, j'ai vraiment hâte de le retrouver à son meilleur niveau. Ce qu'il faut mettre en avant, c'est que si il reste sur ces perfs-là à plus de 10 secondes, j'espère pas pour lui, je pense que ça va descendre, hein, mais ça ferait 10 ans qu'il a pas fait plus de 10 secondes dans une saison. Ça veut dire que toutes ces saisons depuis 10 ans, il fait moins de 10 secondes au 100 mètres. C'est-à-dire que sa meilleure perf de sa saison, c'est 9,95, 82, 79, etc. Là, il est à 10,06. Est-ce que c'est pas un fin de carrière quand même? Il faudra aussi se poser la question. J'espère pas, mais il faudra se poser la question si c'est le cas. Ouais, on verra un petit peu sa saison à Coleman. On va la suivre avec intérêt, notamment en Diamond League. Et
on va un petit peu pêle-mêle finir de vous donner un petit peu les perfs à retenir sur cette compétition en Chine, cette deuxième Diamond League. Il y a Alman qui était présente dans le concours de lancer de disque, qui était hors Diamond League, mais qui a quand même réalisé une perf assez incroyable, 70 mètres 08. En plus là, on n'est pas, donc c'est 1 mètre de plus que la semaine dernière à Xiamen. C'est 3 mètres 50 de moins qu'il y a quelques semaines à Ramona aux États-Unis, mais là on était dans un stade couvert quand même, sans vent. Donc 70 mètres 08 dans un stade fermé, configuration grand championnat, c'est quand même une très très grosse performance. Ça ramène des médailles d'or à quasiment tous les grands championnats si elle arrive à faire ça en finale des championnats du monde ou des Jeux Olympiques. Donc voilà, très très solide la performance de Valérie Allman. À noter aussi Christopher Bailey qui a gagné le 400 mètres, qui est sur une très bonne dynamique, Christopher Bailey, parce que il est champion du monde du 400 mètres cet hiver en salle, on le sait. Là, il a battu son record encore à 44-17, alors lui qui avait un record en 44-27. Et surtout, il accroche à son tableau de chasse Quincy Hall, le champion olympique du 400 mètres, qui faisait sa grande rentrée. Il était très attendu. Et alors lui, il est complètement passé à côté. Il finit en 45-99, dernier de la course. Horrible. Au bout de 50 mètres, on a vu que ça allait être une course horrible pour lui. Et moi, il y a un truc, Stéphane, que j'ai pas compris chez Quincy Hall, c'est qu'il était annoncé comme étant un racer, c'est-à-dire un titulaire, c'est-à-dire qu'il devait faire les 4 courses sur le Grand Slam Track. Et on sait que ce week-end, là, à Miami, il y a un Grand Slam Track. Et lui, il est venu faire la Diamond League en Chine. Et on a vu qu'il a été un petit peu radié du Grand Slam Track. Il a été remplacé par Steven Gardiner, le Bahamien, en tant que racers. Et lui, il avait déclaré forfait pour le premier à Kingston il y a un mois. Là, il préfère aller en Diamond League plutôt que d'aller à Miami, alors qu'il avait un contrat quand même sur l'année pour s'entraîner et participer aux 4 épreuves du Grand Slam Track. Je sais pas, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Je sais pas si toi t'en sais plus. J'ai vu aucune information, mais c'est assez surprenant et on aimerait savoir pourquoi ce choix-là, quoi. Effectivement, c'est un peu l'incompréhension. On a du mal un peu à comprendre, sachant que Michael Johnson, il est très protecteur de ses athlètes, etc. Il les met dans une bulle. Donc un peu d'incompréhension. Peut-être que c'est aussi l'effet vent. Peut-être que lui s'est dit, ok, moi je veux parfait, je vais aller en Chine. Je sais qu'il y a des super conditions dans un très très gros stade, alors qu'à Miami, il a vu à Kingston, à Miami, le vent est affolant. Il y a du +2, il y a du +3. On sait que sur le 400, ça permet pas de parfait. Peut-être que c'est une super décision aussi financière de se dire, ok, bah là, je vais pas miser sur l'argent, je vais aller voir un peu ce qui se fait en Chine pour aller chercher une grosse perf. Et dans ces cas-là, respect, parce que ça peut changer aussi de profil des athlètes. Je sais pas si c'est le cas. C'est très bizarre. Surtout que alors, lui, avec tout le respect qu'on a pour Quincy Hall, il est champion olympique du 400 mètres, 43-40, très très grosse performance, il n'y a aucun problème. Mais par contre, dans le format Grand Slam Track, avec les courses longues, il aurait dû courir aussi un 200 mètres, en plus du 400 mètres. Et on sait que le 200 mètres, je pense que c'est loin d'être sa qualité première et sa spécialité. C'est vraiment un gars qui finit fort les 400 mètres et qui revient en deuxième partie de course sur tout le monde. Donc il avait peut-être pas un profil qui se prêtait bien au Grand Slam Track, il avait peut-être un petit peu peur, un petit peu honte de s'afficher sur 200 mètres et de se faire peut-être entre guillemets ridiculiser par des athlètes moins huppés que lui, pas champion olympique, quoi. Donc voilà, c'est peut-être une décision qui a été prise comme ça aussi. Mais c'est surprenant parce que il est américain, il est champion olympique du 400 mètres. Michael Johnson, c'est la légende du sprint américain sur le 400 mètres notamment, ancien recordman du monde. Bref, ça aurait été quand même, je pense qu'il aurait kiffé avoir Quincy Hall dans le Grand Slam Track, mais moi je pense que Quincy Hall, il a eu un peu peur C'est ce et que il a j'allais pas te eu envie dire. de choper un petit peu la honte. Ouais, je me dis aussi un peu pareil, je suis d'accord. En tout cas, pour revenir sur Christopher Bailey assez rapidement, il a 24 ans, c'est ce que je vous disais, la génération américaine 23, 24, 25, elle est affolante. Et ce gars-là, il est à son 11e 400 de l'année, avec l'hiver compris. Ça veut dire qu'il a déjà fait 11 400, il fait 44-17, il bat son record quasiment à chaque sortie. Il a aussi du feu dans les jambes comme les précédents très grands athlètes qu'on vous a cités. Futurs très grands athlètes en tout cas, je pense. Mais est-ce qu'il va pas être cramé à Tokyo en septembre? Ça, c'est la question aussi qu'il va falloir se poser. Les États-Unis ont un super vivier sur 400. Christopher Bailey 44-17 maintenant après son 11e 400, il va finir à combien? À 25 400 s'il fait toutes les étapes de la Diamond League, plus les trials, le mec va être cramé à Tokyo. Donc est-ce qu'on mise un tout petit peu sur lui? Je sais pas.
Bah là, peut-être que c'est le moment aussi pour lui de faire une petite pause. C'est peut-être ce qu'il a prévu. Vu que la saison est longue, il s'est dit peut-être que je prolonge ma saison hivernale. Je la pousse de un mois et demi. Et là, peut-être qu'il va se prendre un cycle de régénération, de retravailler les basiques, les classiques, le foncier, ce genre de choses-là, pour refaire une deuxième saison qui va aboutir au mois de septembre avec les championnats du monde. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve assez remarquable dans sa façon de courir, c'est qu'il passe en 21,92 aux 200 mètres aujourd'hui. Et il finit en 44,17. Ça veut dire qu'il fait quasiment 22-22. Et c'est hyper rare sur le 400 mètres. Normalement, on fait plus, je sais pas, par exemple, le deuxième de la course, le Botswanais, il fait 21,4. Il finit en 44-30. Ça veut dire qu'il fait 21,4 et 23. Ça, c'est plus des schémas de course qu'on a l'habitude de voir sur les coureurs de 400. Alors que Christopher Bailey, en fait, un métronome, quoi. Il part à une allure, il la tient et il craque quasi pas. Il y a un tout petit peu sur la fin de course, mais vraiment dans les 50 derniers mètres. Et encore, il craque moins que les autres en plus de ça. Donc à voir s'il va changer de schéma de course, de façon de courir aussi, à partir un peu plus vite ou conserver ça, densifier ça. Je sais pas, ça va être assez intéressant parce que c'est assez atypique, je trouve, comme façon de courir. Ouais, effectivement, et j'espère qu'on pourra, enfin, on va l'analyser dans un prochain podcast, à mon avis, cette façon de courir là, parce que ça fait très longtemps, tu l'as dit, qu'on n'a pas vu ça. Et je pense qu'il va falloir l'analyser un peu plus en détail parce qu'il y a de quoi aller chercher des super infos. En tout cas, Christopher Bailey, 11e 400, moi c'est ce que je retiens. On passe à Mao Chik, l'Ukrainienne, record woman du monde du saut en hauteur, qui monte en puissance sur cette Diamond League en Chine, 2,00 m avec quand même de la concurrence avec les Australiennes. 2,00 m, ça revient. Moi, j'avais pas été super épaté, je vous le dis, cet hiver. On la sentait un peu fatiguée peut-être des Jeux Olympiques et de l'enchaînement de tout l'été dernier. 2,00 m avec un grand sourire. On l'a pas vu, on la voit pas tout le temps comme ça. Franchement, ça fait plaisir. 2,00 m, c'est une très belle paire pour le saut en hauteur féminin et c'est bien. Ça monte. Même si c'est pas de la densité, ça monte. Ouais, on le disait tout à l'heure avec le 400 mètres haies, Warhol, Benjamin Dos Santos, avec le saut à la perche du Plantis Caralis. Le saut en hauteur, féminin, c'est en train d'être un peu la même chose avec Mauchik, Oisleger, Patterson, les deux Australiennes et l'Ukrainienne. Elles se partagent tous les podiums qui existent, toutes les compétitions, elles les font, elles se partagent les podiums. Ça doit être dur d'être des concurrentes à elles en ce moment. Et bon, mis à part cet hiver au championnat du monde où Mauchik a fini troisième un peu contre toute attente, voilà, Mauchik là, elle est en train de reprendre son leadership. 1,97 la semaine dernière, 2,00 aujourd'hui en Chine. Écoutez, on va voir. On sait qu'elle revient d'un gros cycle d'entraînement. Moi, j'étais à Montegordo en stage il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai croisée là-bas. Donc voilà, elle a passé pas mal de temps au Portugal cet hiver. On sait très bien quand on sort de stage, on n'est pas au top de sa forme. Et Mauchik, quand on sort de stage à 2,02, à 2,00, quand on n'est pas au top de sa forme, ça en dit long sur les ambitions qu'elle peut avoir sur la saison estivale. Et, euh, et on va finir par vous parler de la dernière course qui a eu lieu sur la Diamond League à Kekao, c'est le 100 mètres haies. Alors on va faire un tout petit comparatif entre les deux derniers 100 mètres haies qui ont été courus au niveau international. Il y a eu le 100 mètres haies de Kekao en Diamond League, Grace Stark qui gagne en 12,42. Très belle performance pour elle, hein. Elle a record en 12,31. On est en début de saison, elle fait 12,42, très bien. Une densité assez intéressante avec des perfs en 12,42, 12,50, 12,60. Voilà, une Diamond League classique de début de saison, on va dire. Et en parallèle de ça, il y a eu le Grand Slam Track avec le 100 mètres féminin qui a ouvert le meeting à Miami hier avec des perfs affolantes. On en parlait tout à l'heure. Stade pris au vent, donc avec du plus 2,00 comme par hasard, parfait pour homologuer les performances. Et la championne olympique Masai Russell qui lâche un 12-17 devant Tia Jones 12-19. Donc c'est les deuxième et troisième performances mondiales de tous les temps. Perf incroyable. On était vraiment sur le cul comme des fous devant le Grand Slam Track pour ça. Voilà, c'était juste la petite comparaison parce que on va pas parler du Grand Slam Track aujourd'hui. On vous invite à nous parler et à nous suivre. On va faire un gros débriefing lundi sur les 3 soirées du Grand Slam Track avec toutes les infos qu'il y aura à savoir sur ces trois journées de compétition avec les Français, Ryan Zezé, Willem Bellossian, Sacha Zoya, Ludwig Vaillant. Le forfait de Sirena Samba Mayala, on va essayer de trouver les informations, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on vous donne rendez-vous lundi soir avec nous dans la chambre d'appel pour vous parler de ça.
Et l'autre rendez-vous qu'on vous donne, Stéphane, c'est la prochaine étape de la Diamond League qui va avoir lieu à Doha le 16 mai prochain. Donc voilà, la saison d'athlée est lancée, elle bat son plein et on a hâte de partager tout ça avec vous et d'avoir vos retours sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous donner tous vos avis. On essaie de vous répondre le plus possible pour essayer de créer de l'interaction avec vous. Ça nous intéresse, ça nous fait plaisir d'avoir des échanges sur l'athlétisme. On est des passionnés, vous êtes des passionnés. Échangeons sur les réseaux et écoutez-nous, ça nous fait plaisir. Ouais, la prochaine étape, Alex, c'est le 16 mai à Doha, tu l'as dit. Et le 16 mai à Doha, les perfs, à mon avis, vont être un cran encore au-dessus. On le sait, c'est un stade qui va vite. Les athlètes ont vraiment envie d'aller à Doha. Il y a eu depuis des années des très très grosses performances avec des athlètes qui veulent vraiment, qui se battent en tout cas pour venir sur cette Diamond League là. C'est une des étapes les plus importantes de la Diamond League. Et j'ai vraiment hâte de retrouver tous ces athlètes-là à Doha, même si, pour conclure un peu, j'ai été quand même un peu déçu parce que euh, je trouve qu'il manque encore un peu de peps, un peu d'énergie sur les athlètes. Et j'espère que ça va venir sur les prochaines Diamond League. Et il faut que ça vienne. C'est vraiment important. Et ouais, bon, nous, on va suivre tout ça et on vous donne rendez-vous très rapidement. À bientôt les À amis. bientôt.